Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et notre invité vidéo aujourd'hui est Pierre Conesa. Bonjour Pierre Conesa. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, essayiste, chef d'entreprise, agrégé d'histoire, ancien élève de l'ENA, ancien directeur adjoint de la délégation des affaires stratégiques, auteur de nombreux ouvrages sur la diplomatie et la guerre. Et voici ce dernier qui est vraiment en plein dans l'actualité, qui prend toute sa puissance, on va dire, avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Vendre de la guerre, le complexe militaro-intellectuel et non industriel aux éditions de l'Aube. Mais c'est justement parce que vous êtes parti de cette réflexion du fait que le complexe militaro industriel n'expliquait pas toutes les guerres, que vous êtes allé chercher l'autre raison, la deuxième cause du déclenchement des guerres, et vous vous posez cette question: quels acteurs sociaux, au-delà des militaires, préconisent et préparent l'opinion à la guerre? Dans une dictature, comme on le voit avec Poutine aujourd'hui, cela relève simplement des humeurs chagrines du chef, alors que dans les démocraties, la guerre doit être démocratique, donc soutenue par l'opinion, et donc il faut des créateurs d'opinion, il faut ces intellectuels qui poussent les opinions à penser que certaines guerres sont bonnes pour eux, et donc c'est tout le développement de votre livre, et vous dites que c'est ça le rôle du complexe militaro-intellectuel, que de rendre la guerre possible, voire souhaitable, en s'appuyant sur les ressorts identitaires profondément ancrés dans l'histoire des victoires et des fêtes passées. Et vous partez, votre livre démarre à la fin, à la chute de l'URSS. C'est là que démarre l'effondrement finalement d'un monde, celui du bloc contre bloc, l'URSS, et vous dites que c'est à partir de là que se crée ce complexe militaro-intellectuel. Oui, rappelez-vous cette phrase de Arbatov, un des conseillers de Gorbatchev, qui disait aux Américains: je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis. Oui, tout à fait. Effectivement, cette phrase est une phrase intéressante parce qu'elle est comme la phrase de Desproges qui dit: l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui. Bon. Et en fait, je suis parti simplement de l'idée que pour faire une guerre, il faut être deux. Et donc, il y a évidemment de notre côté aussi une espèce de construction intellectuelle qui va asseoir toute une posture stratégique. Donc, la disparition de l'URSS, évidemment, va mettre dans un profond désarroi tout le complexe de réflexion stratégique. Et à partir du moment où, dans ce monde, il y a toujours 400 crises à peu près au feu, qui sont à petit feu ou à gros feu, mais il y en a toujours 400. Donc, ça devient une espèce d'open bar dans lequel vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont dire: mais attendez, la crise importante, c'est celle-là, c'est celle-là. Bon. Et donc, selon des motivations qui n'ont plus rien de stratégique. Ça va être des motivations humanitaires, Somalie, ça va être des motivations culturelles, ça va être des motivations identitaires, mais certainement pas des enjeux stratégiques. Et donc, le principe consiste à instrumentaliser les militaires en convainquant le politique qu'il faut absolument faire quelque chose. Ce politique lui-même, n'ayant pas de souci international puisque l'ennemi principal a disparu, cale sa décision sur les échéanciers électoraux. S'il y a des municipales au printemps, est-ce que je gagne des points ou pas en envoyant des militaires? Donc les militaires détestent ce processus parce qu'ils considèrent qu'ils sont là pour faire la guerre. Ils ne sont pas là pour faire de l'interposition, ils ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre, ils ne sont pas là pour faire de l'humanitaire armé. Bon. Et donc voilà, ce processus de décision qui encore une fois engage nos armées est un processus qui aujourd'hui est profondément ancré dans ce complexe militaro-intellectuel dont évidemment la stature paroxystique, évidemment, c'est BHL avec la Libye. On y arrive. Donc, présentez-nous un petit peu ce BHL que vous ne manquez pas de décrire dans son, dans la plénitude de son mensonge, de son usurpation de poste, on va dire, d'intellectuels engagés dans les différents conflits armés. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on ne se fixe pas que sur BHL. C'est la figure de proue. Donc lui, évidemment, est tellement médiatique. C'est le plus remarquable, on va dire. Oui, et puis surtout le plus médiatique. Je vais vous raconter un épisode que j'ai vécu. J'étais dans un débat à côté du général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, qui m'expliquait comment il avait reçu BHL quand celui-ci ayant convaincu Sarkozy, il fallait aller faire la guerre en Libye. Bon, et il me dit: ce type est fou. Ce type est fou parce que moi j'ai fait la guerre pour la bande d'Aouzou, donc je sais ce que c'est se battre contre les Libyens, mais lui veut m'expliquer comment il fallait faire la guerre aux Libyens. Et alors on sort du plateau, et qui est invité en vedette américaine? BHL. Alors je me tourne vers la fille de la chaîne de radio en lui disant: mais enfin c'est inadmissible, pourquoi vous l'invitez seul? Pourquoi jamais de contradicteur? Vous en avez un sous la main, gardez-le. Ah, je vais en parler à la chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comment fonctionne le processus. Donc BHL n'est pas le seul. Encore une fois, ce qui fait l'intérêt de ce complexe, c'est que justement, il stratifie non seulement ces intellectuels médiatiques, qui ne se caractérisent pas par l'intérêt de leur pensée philosophique, mais vous avez des humanitaires, vous avez des journalistes, ou en tout cas des chroniqueurs, vous avez aussi d'anciens militaires, vous avez donc tout un mélange composite où l'appétit médiatique, si vous voulez, a déplacé le centre de décision vers les plateaux télé, vers les plateaux de radio, où nous sommes,
par rapport à ce que peuvent décider les services qui sont normalement au service du politique. Jean-Louis Tremblay. Oui, vous citez d'ailleurs à ce sujet un de mes confrères qui est Renaud Girard du Figaro. Il y a cette phrase, une analyse. Les gouvernements des démocraties sont obligés d'intervenir pour apaiser la souffrance du téléspectateur. Et c'est effectivement ce qu'on constate avec l'Ukraine. Ce à quoi nous assistons, c'est une sorte de feuilleton. Un feuilleton, il faut nourrir la bête tous les jours, la bête médiatique évidemment, et donc surtout avec les chaînes d'information en continu. Et donc il y a cette vision, oui, de série, un peu une série. Il y a un Game of Thrones qui se passerait à Kiev, avec tous les jours un épisode différent. Alors un jour c'est le théâtre, un jour c'est l'opéra, un jour c'est l'école qui est touchée, et puis le lendemain c'est un massacre, enfin un supposé massacre, etc., etc. Ouais, sur la série des massacres, vous parlez de plusieurs massacres qui en fait satisfont la nécrophilie de la télévision. J'aime beaucoup cette expression. Là, à ce moment-là, vous parliez du massacre de Timișoara en Roumanie, mais vous parlez ensuite un peu plus tard de celui en Serbie qui a été quand même le motif des bombardements otaniens. Ratchak au Kosovo, oui. Oui, Ratchak, exactement. Et en fait, à chaque fois, vous montrez à quel point depuis la Shoah, en fait, avant on était plutôt dans la mise en valeur la reconnaissance du soldat, du combattant. Et depuis peut-être cette Shoah, il y a eu un changement de paradigme et on met en avant la victime, le massacre ou la responsabilité des personnes qui ont perpétué ces massacres. Et on voit en effet que la télévision est très gourmande de ce genre de massacre ou d'horreur en fait. Et c'est aussi ce que vous mettez en avant dans votre livre. Oui, si vous voulez, le basculement se fait donc après la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous, la Première Guerre mondiale, la guerre est une guerre du front. Il y a l'arrière, les planqués, si vous voulez, puis les poilus qui souffrent. Et donc, le héros, après la 18, c'est l'ancien combattant. 39-45, c'est pas tout à fait ça. D'abord, on découvre qu'il y a eu la Shoah. Ensuite, on découvre qu'il y a eu les bombardements massifs sur les villes, qu'il y a eu les déplacements de population. Et donc, le héros, surtout en France, devient surtout la victime. Bon. La capitalisation de cette victime, évidemment, c'est la création de l'État d'Israël pour tirer les conclusions de la Shoah, qui est un modèle que vont imiter ensuite beaucoup en se disant, finalement, la victimisation est un bon moyen de trouver un argumentaire. Donc, se développe à partir de ce moment-là une espèce de discours de réécriture ou d'écriture de l'histoire, peu importe, qui va effectivement consister à montrer qu'ayant été victime, on a droit. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire pour véritablement aujourd'hui vendre une crise, encore une fois dans ces 400 qui sont en germe, qui sont tout le temps en activité, il vous faut trouver un porte-parole. Il vous faut trouver un intellectuel médiatique qui va venir dire « Je reviens de tel endroit, il ici passe un massacre ». Alors, BHL, pour ne revenir qu'à lui, a 4 génocides en train. Donc, ça veut dire qu'il a un gros capital de communication. Et ensuite, il dit expliquer donc qu'on ne peut pas ne pas. C'est la double négation qui va interpeller le politique pour lui dire « Vous devez faire ». Voilà. Et ensuite, la phrase de Renaud est effectivement très juste. C'est le téléspectateur qui va conditionner la programmation. Oui, alors, vous avez une excellente expression pour désigner ce type d'intellectuel, c'est le belliciste Tefal. Pourquoi Tefal ? Parce que rien n'accroche, aucune critique n'accroche sur lui. Donc on a cité BHL. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites aussi le parallèle avec le rôle de l'intellectuel d'autrefois, qui lui prenait part au débat, donnait son avis, mais au moins mettait sa peau sur la table. Vous citez l'exemple de André Malraux ou de Régis Debray. Et là, c'est au contraire, allez-y, faites la guerre, mais ils n'y vont jamais, en vérité. Oui, ils y vont une heure. Ils y vont une heure à Sarajevo, comme était surnommé BHL. Oui, mais si vous voulez, il faut quand même revenir sur cette extraordinaire appétence des Français pour lire leurs intellectuels. Rappelez-vous quand même que la personnalité de Sartre, c'est un homme qui était reconnu comme un grand penseur, or il s'est trompé à peu près sur tous les sujets internationaux. Et l'homme qui était diabolisé, c'était Raymond Aron, dont on dit aujourd'hui combien il avait vu juste, etc. Or, il était diabolisé par la gauche. Bon. Donc, on a aujourd'hui, si vous voulez, une espèce de... Comment dire, cet amour des Français pour leurs penseurs. Et évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas la pointure, si vous voulez, qu'il faudrait, non seulement parce que ces penseurs ne vont pas faire la guerre, ce que vous disiez à l'instant, mais en plus parce que vous avez cette caractéristique que j'ai appelée l'intellectuel Tefal, c'est-à-dire quand on leur rapporte ce qu'ils disaient autrefois et ce qu'ils disent aujourd'hui, ils disent « Oui, mais j'avais raison à cette époque, j'ai raison aujourd'hui ». J'en ai un que je trouve très extraordinaire, pour ne pas quand même parler que de BHL, c'est notre ami Alexandre Adler. Alexandre Adler est un type qui, si vous voulez, écrit régulièrement pour annoncer l'avenir.
Ou alors pour dire que selon ces sources de services de renseignement, parce que l'avantage de citer les services de renseignement, c'est que vous n'avez jamais quelqu'un dans la salle qui se lève en disant « Excusez-moi, je suis le porte-parole de la DGSE, vous racontez des conneries ». Et donc, il dit, selon mes sources dans les services de renseignement, exemple de phrase, dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs, vous avez peu de chances de vous tromper, si vous voulez. Hein. Bon. Et alors, par exemple, dans ses faits d'armes, il a le moment où il annonce qu'avec ses sources de renseignement, Khashoggi n'a pas été assassiné par les Saoudiens, mais par Erdogan. Et manque de chance, 2 jours plus tard, Mohamed Ben Salman reconnaît que ce sont ses services qui ont découpé en morceaux Khashoggi. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que le type ne disparaît pas. On va ensuite le retrouver sur France Culture, etc. Donc, quand je dis que c'était false, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement leur dire « Mais regardez ce que vous avez raconté. » Oui, mais c'est pas grave. Selon mes sources, voilà. Je voudrais aussi qu'on arrive du coup aux conséquences en fait de ce complexe militaro-intellectuel. C'est comme vous le dites, avec le 21e siècle, l'ouverture de guerres déclarées contre des concepts. Du coup, forcément, puisque ce sont des idéologues voulus par des néoconservateurs, bon là vous citez les néoconservateurs américains, avec une liste discrétionnaire d'ennemis et le déclenchement, et là c'est vraiment ce qui fait peur, de guerres préventives. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous décrire quelques-unes de ces guerres préventives et j'aimerais ensuite qu'on fasse le parallèle avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Bah, écoutez, le paroxysme, si vous voulez, c'est le 11 septembre. 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Or, en janvier 2002, George Bush fait un discours extraordinaire, un discours sur l'état de l'Union, dans lequel il explique que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous voyez la tête des Nord-Coréens quand ils ont découvert que tout à coup, les 11 septembre, c'était de leur faute. Bon. Et donc, il va déclencher quelque chose d'absolument fascinant, c'est-à-dire l'Afghanistan. Alors évidemment, il va aller en Afghanistan, convaincu avec les réussites qu'on leur connaît. Oui, c'est ça. Donc il ne tient pas compte du tout du fait que les Afghans s'étaient déjà battus avec les Anglais, victorieusement, et ensuite avec les Soviétiques, victorieusement. Donc il dit, mais après tout, nous sommes le bien, parce qu'il y a cet argumentaire. Nous y allons pour la juste cause. Quant au Sperber, utilise un terme qui est assez juste, c'est-à-dire ce complexe militaro-intellectuel va définir ce qu'est la guerre juste. Oui, tout à fait. À partir du moment où elle est juste, ben, effectivement, on ne peut pas ne pas. Bon. Et donc, on va avoir des exemples. Alors, autre exemple très caractéristique, la Somalie. La Somalie, rappelez-vous, pillage des convois humanitaires, scandaleux, il faut absolument faire quelque chose. Les humanitaires disaient surtout pas de présence militaire parce que nous voulons rester neutres. On ne veut pas être pris en otage entre deux conflits. Bon. Épisode vécu, Ronnie Broman me dit, moi j'ai appelé mes équipes sur place, et elles me disent que les types qui pillent les convois ne sont pas des voleurs. Ce sont des chefs de clan qui estiment que leurs clans sont mal servis. Donc, ils redistribuent. Et donc, si on augmente le flux, on tue une partie de la conflictualité. Il va à Bruxelles, il va à New York pour essayer de plaider sa cause. Et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ancien humanitaire devenu ministre, décide l'intervention militaire. Ouais, donc, vous voyez déjà comment le processus s'inverse. Aujourd'hui, tout le monde se fout de ce qui se passe en Somalie. Donc, vous avez bien effectivement un tempo médiatique qui va cristalliser une obligation de posture. Et puis ensuite, bah, écoutez, on peut se massacrer en silence. Quoi. Oui, mais vous le dites très bien, d'ailleurs, vous le décrivez à d'autres pages, tous les conflits qui, aujourd'hui, ne font pas du tout la une des médias, notamment le Yémen, complètement oublié, tandis que l'Ukraine fait la une de tous les médias quasiment tous les jours, avec images télé à la clé, qui ne sont pas toujours véridiques d'ailleurs. Et justement, j'aimerais bien qu'on arrive un petit peu sur l'Ukraine. Quelle est votre analyse sur le rôle joué par l'Occident dans ce conflit en Ukraine? Bah, si vous voulez, moi je trouve que la poutinophobie absolue n'a d'équivalent que l'ukrainophilie délirante. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, il y a eu caricature des positions. Quand on reprend le temps long même, ou le temps moyen, on s'aperçoit qu'effectivement, disons que dans l'éclatement de l'URSS, vous savez les conséquences, 15 États nouveaux qui naissent, etc., dont l'Ukraine. Bon. Et avec un pays qui, effectivement, peut logiquement affirmer son indépendance, mais sachant que ce pays a eu des frontières qui n'ont pas cessé de translater tout au long de l'histoire. Hein, bon. Et donc, ils incluent des Polonais à l'ouest, ils incluent des Russes à l'est, etc. Bref. Et donc, on va avoir pendant un temps une espèce de contrôle par un type qui est un homme de Moscou, mais quand il y aura la révolution de Maïdan et l'élection de gens qui vont prétendre à l'indépendance effective, et donc le ralliement à l'Europe occidentale, on va se trouver dans une posture difficile puisque dès le début, les Américains disaient il faut inclure l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et nous, Français et Allemands, on disait non, c'est pas sûr, ça va provoquer les Russes, c'est inutile. Donc on avait déjà une position, si vous voulez, médiane. On va aider à la signature des accords de Minsk quand vont se proclamer les régions sécessionnistes. Ces accords de Minsk étaient une manière de gérer, si vous voulez, pacifiquement
cette incompatibilité qui est une contradiction de tout le droit international, c'est-à-dire où s'arrête le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et où s'arrête le respect de l'intégrité d'un État. Et donc on voit bien que pour le Kosovo, on a décidé que la Serbie pouvait être bombardée pour que le Kosovo soit indépendant, mais on voit bien que pour les régions sécessionnistes de l'Ukraine, il faut trouver une solution diplomatique. Donc il y a eu Minsk 1, Minsk 2, mais en fait, il y a eu 14 000 morts à la frontière, c'est-à-dire que la guerre n'a jamais cessé. Et donc, au bout du compte, vous avez deux menteurs face à face, puisque vous avez eu des Ukrainiens qui ont continué avec l'idée de reprendre militairement les régions sécessionnistes. Et en face, vous avez un type Poutine qui dit on va faire des négociations, mais il prévoit un plan d'invasion avec 5 axes de pénétration différents, ce qui n'est pas véritablement la traduction de sa volonté de défendre les russophones, quoi. Donc vous avez menteur et demi, c'est tout. Moi, j'arrête ma position là, c'est tout. Oui, mais puisque votre livre est sur le complexe militaro-intellectuel, on a vu tous nos intellectuels se dresser pour saluer, applaudir Volodymyr Zelensky. Et voilà, donc peut-être que d'une certaine façon, ces intellectuels ont accompagné ce mouvement, ce manichéisme qui peut-être d'ailleurs nous sera fatal. Enfin, on ne sait pas. Oui, mais parce que si vous voulez, on a toujours du mal avec des mémoires contradictoires. Quand les Russes vous disent c'est nous qui avons battu l'Allemagne, c'est nous qui avons libéré l'Europe, etc., on ne peut pas leur dire non. Et en même temps, quand vous vous mettez du côté des Ukrainiens et que vous dites, nous, après l'Holodomor, de 3 millions, 4 millions de morts de famine, bien sûr, oui. Et qu'on voit arriver les Allemands, pour nous, ce sont des libérateurs. Donc la thématique sur le régiment Azov, c'est de se dire, regardez, c'est des nazis, etc., et si on a une reconstitution de ce qui avait été la contribution de l'Ukraine à la guerre contre les Soviétiques, menée par cette Ukraine, pourtant envahi par les Allemands. Donc on est bien dans des mémoires contradictoires, parce qu'effectivement, chacun des deux raconte son histoire à sa façon. Et alors après, évidemment, dans l'argumentaire russe, quand vous accusez quelqu'un d'être nazi, c'est l'accusation absolue. C'est comme quand en France, on parle de fasciste. Quand on dit que Marine Le Pen est fasciste, elle n'a jamais rencontré Mussolini. Mais ça n'empêche que le terme a sa valeur politique, c'est-à-dire là, vous êtes diabolisé définitivement. Donc chez les Russes, c'est nazi, mais enfin, il faut accorder des limites. Oui, mais on comprend bien le conflit entre les deux parties, mais est-ce que notre rôle à nous, c'est justement d'arrêter d'être les gendarmes du monde ou de porter cette parole universelle qui est celle souhaitée par les intellectuels ? Ah oui, absolument. Ça, de toute façon, si vous voulez, ce qui était ce qu'on croyait être un discours universaliste, si vous voulez, c'est quand même heurté à un certain nombre de choses. Rappelez-vous qu'en 1948, quand on fait la Convention internationale des droits de l'homme, vous avez les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis qui sont ségrégationnistes et racistes, l'URSS de Staline, la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux puissances coloniales de la planète, et la Chine de Chiang Kai-shek. Donc dans le genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, si vous voulez, c'est quand même assez fascinant. Et donc ce discours universaliste, il s'est toujours heurté soit au double discours, soit aux 2 poids 2 mesures, si vous voulez. Et encore une fois, je peux vous prendre le cas de l'Arabie Saoudite. Quand Poutine tente d'assassiner un de ses anciens officiers du FSB, Skripal, on prend des sanctions. Quand les Saoudiens découpent en morceaux Khashoggi, on ne prend aucune sanction. Donc vous voyez bien qu'on est sur du 2 poids 2 mesures et le discours universaliste, il atteint ses limites. Et on le constate sur l'Ukraine par le fait que les pays qui ont voté la condamnation à l'ONU, la condamnation de l'invasion, et si vous regardez les pays qui ont voté l'application des sanctions, il en manque 50. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des pays qui considèrent que c'est notre guerre. Et si c'est notre guerre, on ne peut pas parler au nom de la communauté internationale. Mais c'est dur pour les intellectuels de dire qu'on ne parle pas au nom de la communauté internationale. Oui. Il faut reconnaître qu'ils parlent au nom d'eux-mêmes et non au nom de tous. Absolument, oui. Jean-Louis Tremblay. Oui, je voudrais qu'on quitte momentanément l'Ukraine et qu'on revienne dans notre pays. Vous abordez aussi une autre question, Pierre Conesa, qui est importante. C'est... je vous cite, les grandes démocraties doivent depuis peu faire face à des séparatismes internes qui prônent un antiracisme raciste, un discours terroriste contre l'homme blanc, entre guillemets, qui ouvre la porte à la violence, une rupture totale, le rejet de l'universalisme des droits de l'homme, on y revient, l'universalisme, le tout appuyé sur une culture woke employant les méthodes des SA, la menace anonyme sur les réseaux sociaux. Et là, vous dites, bizarrement, plus personne ne défend Mila et Paty. Oui, absolument. Donc la défense, en fait, on voit, ce que montre Pierre Conesa dans son livre, c'est que finalement la défense de cette parole universelle, de cet universalisme ailleurs, ne se fait même pas sur notre terrain, par les mêmes intellectuels, en fait. Oui, mais c'est justement au nom de des principes que ces gens affirment leur différence. C'est-à-dire, ils disent, vous ne respectez pas notre différence, or vous avez prétendé avoir un principe démocratique, etc. Et de la défense des minorités. Moi, je vous raconte un épisode que j'ai vécu. Je faisais en 2014, donc avant les attentats, pour une fondation privée, un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France.
Et pour conclure, j'appelle le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, en leur disant je voudrais vous rencontrer parce que je travaille sur la radicalisation, je voudrais avoir votre point de vue. C'est l'attaché de presse qui est une convertie qui me reçoit et qui me dit « Ah, mais nous ne sommes pas concernés par la radicalisation, nous intéressent les actes islamophobes. » Ah, je leur dis, tiens, c'est marrant, quand vous me parlez comme ça, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Comme si l'idée de les comparer avec le CRIF, si vous voulez, c'était la jure suprême. Et je leur dis, mais quand vous avez un musulman intégriste et un juif radical qui se tape sur la gueule, comment fait-on? C'est de l'islamophobie ou c'est de l'antisémitisme? Et je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Bon. Donc vous avez des gens qui sont dans cet état d'esprit que de toute façon, la victimisation est l'argumentaire absolu contre tout. Bon. Ensuite, je suis invité à la commission consultative des droits de l'homme qui siège auprès du Premier ministre. En 2015, après les attentats, et ils me disent, vous êtes le seul à avoir fait un rapport sur ce sujet-là, donc c'est pour ça que vous voulez vous entendre. Je leur dis non, je ne suis pas le seul, il y a eu un rapport demandé à un préfet, mais il est classé secret défense, ce qui est quand même une manière étonnante, si vous voulez, d'ouvrir un débat public quand même. Et cela dit, je leur dis, c'est pas la peine de le demander, je l'ai lu, il n'y a rien dedans, comment voulez-vous qu'un préfet critique la politique publique? Bon. Et donc, je leur dis, voilà, il y a 2 points qui ont été complètement ratés politiquement, qui sont d'abord le débat sur la déchéance de nationalité, qui existe déjà dans le Code civil pour trafic de drogue et pour ceux qui prennent les armes contre l'armée française. Or, ça n'existerait pas pour actes terroristes. Tiens, c'est original. Bon. Deuxième aspect, c'était la question de la... Attendez, c'était la déchéance de nationalité. Oui, c'est le droit d'asile. Le droit d'asile, si vous voulez, a été conçu dans les années 50, quand on s'est reproché de ne pas avoir accueilli les juifs apatrides chassés par Hitler. Donc, on s'est dit, il faut absolument renoncer à l'idée d'apatridie. Donc, on n'a plus le droit de déchoir quelqu'un qui n'a qu'une nationalité. Mais, effectivement, on peut très bien avoir une position vis-à-vis d'un double national. Bon. Et donc, donc, j'explique ce point de vue en disant c'est inadmissible. Regardez, les Anglais ont perverti cette jurisprudence destinée à protéger des défenseurs des droits de l'homme à partir du moment où ils ont accueilli à Londres des gens qui étaient simplement parce qu'ils étaient menacés de peine de mort chez eux, ce qui n'en faisait pas des humanistes. D'où la constitution du Londonistan, le Londonistan qui tout à coup a explosé quand il y a eu les attentats de Londres et les Anglais ont vidé d'un coup. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où l'hypocrisie était assez significative. Alors j'en termine là-dessus, si vous voulez, il y a je crois que c'était la représentante d'Amnesty qui me dit, mais enfin monsieur, je ne comprends pas qu'avec les fonctions que vous avez occupées, vous avez ces positions. Je lui dis, mais c'est parce que j'ai occupé ces fonctions que j'ai ces positions. Évidemment. Et Pierre Conesa, juste en un mot, est-ce que ce wokisme, cette caste, ces différentes minorités vont pas finir par détruire le récit universaliste porté par les intellectuels, puisque finalement c'est une autodestruction de leur propre récit unitaire, tous derrière un flambeau? Ah oui, oui, absolument, effectivement. C'est peut-être la fin aussi de ce complexe militaro-intellectuel qui est annoncé. Oh non, la fin, non, rassurez-vous. Non, d'accord, vous nous rassurez. Ça ne nous rassure. Merci beaucoup Pierre Conesa et ce livre Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.